Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr Mélissa Généreux pour une deuxième fois. Je l'avais d'abord reçue à titre de candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François lors des dernières élections provinciales en octobre 2022. Cette fois-ci, je reçois Mélissa qui revient à peine de son séjour à Paris à titre de bénévole pour les Jeux olympiques. Encore fébrile, Mélissa me fait découvrir la Mind Zone, une nouvelle entité visant à supporter les athlètes en leur offrant un endroit où quiétude et relaxation sont au rendez-vous. Mélissa me raconte en détail son expérience olympique, à partir des premières démarches de recrutement jusqu'à ses rencontres privilégiées avec les athlètes olympiques, en passant par la frénésie vécue lors des cérémonies d'ouverture. Un entretien qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'envers du décor olympique et qui donne même le goût de tenter l'expérience à titre de bénévole. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TEACH, Eurofin Environex et Go Mouton. Mélissa, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va. Là. Je descends tranquillement d'un petit nuage en revenant des Jeux. Ben c'est ça, j'avais vu sur les médias sociaux que tu étais à Paris. J'ai dit, tiens, il faut absolument que je lui parle. Puis là, dans ma tête, je me disais, elle doit être là 2 semaines. Mais finalement, j'ai appris, ce sont des courts séjours. C'est prévu comme ça ou... Non. Idéalement, la plupart des volontaires à qui j'ai parlé sur le terrain étaient là pour l'ensemble des Jeux, même qu'il faut savoir qu'au village, en tout cas, les volontaires les plus motivés là, étaient là depuis la mi-juillet parce qu'évidemment, il y a tous les préparatifs à mettre en place et il y a quand même des athlètes là, qui arrivent 1-2 semaines avant leur compétition, là, surtout ceux qui commencent leur compétition dès le jour 1 où il y a même les qualifs avant. Ouais. Donc, tout ça, là, ça peut durer 3-4 semaines. Moi, j'étais comme une anomalie un peu là-bas, mais c'était en raison des exigences médicales. Ouais. OK. Puis ton état d'esprit à ton retour, là, écoute, puis c'est quelque chose, là, parce que quand on monte si haut, je commence à sentir que c'est pour ça que je me sentais pas fatiguée la semaine passée, parce que j'étais vraiment sur un high d'adrénaline. Mais c'est ça, c'est difficile à décrire. Okay. Tu sais, pendant 7 jours d'affilée, là, tout ce que je voyais tous les jours, c'était nouveau, c'était des nouvelles personnes, mais beaucoup plus que ça, des nouveaux défis. Moi, je travaillais dans la Mind Zone, dont on parlera sûrement tantôt, complètement nouvelle aussi. Le village olympique, évidemment, j'avais jamais mis les pieds là-dedans. J'ai découvert des athlètes de toutes les disciplines, de tous les pays, toutes les cultures. À chaque échange, je me trouvais tellement choyée d'être là. Tu sais, quand tu te dis, il faut que j'enregistre tout, là, j'étais en mode, je veux tout retenir, ce que je vois, ce que j'entends, ce qu'on me dit, ce que... Fait que je suis revenue la tête pleine de belles images. As-tu dormi? Bien, là-bas, quand même, tu sais, je veux dire, avec le décalage, mettons que j'ai pas essayé d'attraper le décalage, là, je me couchais à 3 heures du matin. En plus, moi, mon horaire, le planning là, qu'il appelle, était pas mal de 2h30 l'après-midi à 10h le soir. D'accord. Donc, tu sais, après ça, Puis de toute façon, toi, tu avais un petit côté vacances, là, dans le sens que tu n'es pas là pour courir 100 mètres non plus, donc... Non, c'est ça. Je veux dire, oui, puis travailler à la Mind Zone, je veux dire, c'est bon pour les athlètes qui vont aller se relaxer, mais moi aussi, travailler, on s'entend qu'il y avait quelque chose d'hyper apaisant. Quand je sortais à 10h, là, j'avais besoin d'aller dans les bistrots parisiens et vivre un peu l'effervescence de la ville. Dis-moi, comment t'es-tu retrouvé finalement bénévole aux Jeux olympiques, là? C'est quoi le contexte? Des contacts, un hasard, ou t'as juste postulé, disons? Oui, en fait, il y a la revue Medscape. Là, je pense qu'on est tous, c'est tout un peu automatiquement abonnés comme médecins.
Comme ça, j'ai jamais fait de démarche particulière. Puis, je vais t'avouer que je lis pas toujours les articles, mais là, ça avait quand même capté mon attention parce qu'il y avait le mot Jeux olympiques. Puis, OK. en lisant l'article, je pense que c'est comme le chef responsable du recrutement médical qui disait que son équipe n'était pas complétée. OK. J'étais un peu surprise parce qu'on parle de début juin là, cette Oui, année. oui. Puis, ben, écoute, ils ont dit, vous pouvez faire part de votre intérêt à cette adresse-là. Ben, écoute, j'étais encore dans mon lit, là, couché, en train de regarder OK. ça. Puis, tout de suite, j'ai écrit juste, ben, j'ai écrit en français. Je me suis dit peut-être que le fait que je suis francophone, Mhm. évidemment, je peux aussi parler anglais parfaitement bilingue. Tu sais, je me suis dit peut-être que c'est un atout parce que là-bas, veut pas, les volontaires sont très, très majoritairement parisiens ou du moins Mhm. français. Donc, tu sais, si tu maîtrises pas le français, ça peut être difficile de collaborer avec les équipes. Donc, je lui ai écrit en français, puis je lui ai parlé un peu de mon profil. Puis, j'ai dit, il y a entre autres la santé mentale qui Ben m'intéresse, oui. ne sachant pas quelles étaient les opportunités. Puis Oui. là, c'est là qu'il m'a dit, ben écoute, nous, on cherche des médecins pour la Mind Zone. Puis là, j'ai su que le match parfait venait de se créer. Excellent. Ben, parle-moi donc de la Mind Zone, finalement. Qu'est-ce que c'est? Puis, est-ce que c'est nouveau? À quoi ça Mhm. sert? Ben, mon réflexe, c'est tout de suite, évidemment, d'être allé sur Google pour voir qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits, puis je dirais que même aujourd'hui, ça reste un concept que faut comme le voir un peu pour bien le comprendre. Donc, je vais essayer de vous le décrire. Ouais. Dans le fond, c'est un espace de bien-être. C'est complètement nouveau. On n'avait jamais vu ça dans les autres Jeux olympiques. On pourrait peut-être comparer ça à des fois là, dans les écoles, on parle d'un chill room, là, Mhm. mais avec quand même plus de services. Donc, l'espace est conçu de manière à ce que nos 5 sens soient stimulés puis invités à se relaxer. Je dis ça parce qu'au visuel, c'est une lumière bleue. C'est vraiment des globes bleus avec quelque chose de tamisé, avec des petits rideaux translucides, des plantes. Donc, tout est fait de façon assez pas trop colorée qui nous amène vers une certaine zénitude. Mhm. Il y a des huiles essentielles, là, rien d'exagéré, mais tu sais, quand même, l'odorat. Une petite musique douce aussi de détente. Puis, ben, on va avoir des sofas qui sont distribués un peu partout, tu sais, un peu comme des fat boys, là, tu sais, que Mhm. tu peux juste t'asseoir dedans, puis ça épose la forme de ton corps. Donc là, on est vraiment confortable. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on va rechercher différentes activités, tantôt artistiques, comme des mandalas ou de la peinture sur numéro, pour c'est juste rien, faire le vide, puis s'exprimer à travers l'art sans trop d'efforts. Il y avait du yoga, méditation, mais non dirigé là, pour les gens qui voulaient le faire. Il y avait une zone d'écriture pour pratiquer la gratitude. Donc, être OK. capable comme athlète de dire, je vais envoyer une carte postale, là, tout était déjà timbré, Hmm. pour remercier mes proches de tout le soutien qu'ils m'ont offert, puis les remercier parce que c'est en grande partie grâce à eux que je suis là. Mhm. C'est un exercice, une attitude positive là, qui est très bonne pour la préparation à la compétition et pour la santé mentale. Et finalement, le plus populaire, c'était définitivement le casque de réalité virtuelle. OK. C'est le côté gadget de la place. Donc ça, c'était des casques qu'on met pour soit faire un exercice de visualisation positive, là, visualisation comme athlète, quand vous allez entrer dans le stade olympique, puis tout le monde va vous applaudir, ben, soyez prêts, accueillez-le, soyez fiers, vous êtes des Olympiens, tu sais, Oui. quelque chose comme ça. Puis un autre exercice plus de respiration profonde. Il y en avait là, des activités là-bas. La grande, c'est quoi la superficie, je veux dire, la capacité d'accueil, comme... C'est sur Je suis pas rendez-vous, bien sans bonne pour... rendez-vous? Non, c'était définitivement sans rendez-vous. C'est hyper inclusif, hein. Je veux dire, n'importe qui pouvait venir là. Premièrement, athlète ou les personnes qui l'accompagnent, qui logent au village, tu sais, des membres de la famille, ça peut être des entraîneurs ou les équipes médicales. Beaucoup de personnes OK. des équipes médicales sont venues, je pense, pour tester les choses, voir si c'était pertinent de venir, d'encourager leurs équipes, leurs athlètes à venir par la suite. Même les volontaires pouvaient venir là, se ressourcer. C'était ouvert à tous les pays, à toutes les disciplines. Donc, on en a vu pour tous les goûts. Puis, je te dirais surtout en termes d'état de santé mentale, c'est pas tout le monde qui venait nous voir pour nous partager leur état d'esprit. Tu sais. Et puis, les gens Hmm. n'étaient pas gênés d'y aller, là. Il y avait quand même une bonne circulation. C'est difficile à dire, là, on comptait pas, mais je dirais peut-être plus d'une centaine par jour, tu sais, Quand même. juste au nombre de cartes postales qui sont remplies, là, on voyait qu'il y en avait plus d'une centaine par jour. Donc, les gens venaient des fois tout sourire après l'entraînement, juste pour faire un peu, allez, cet endroit-là favorisait l'adoption de pratiques qui, de toute façon, sont recommandées Mhm. par souvent là, les équipes, les psychologues sportifs dans leurs propres équipes. Puis, il y en a d'autres qui venaient un petit peu plus stressés, évidemment, plus en anticipation de leur compétition ou Après? Ouais, c'est post-compétition ça. parce qu'ils étaient déçus de leur performance.
Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Toi, ton rôle spécifique, disons, là-dedans, est-ce que ton rôle de médecin était utilisé ou c'était vraiment un rôle de bénévole, disons, là, d'accueil, puis Ben, c'est ça qui est. Ça, je vais t'avouer que je l'ai vraiment appris sur le tas. On était tous et toutes des professionnels de la santé comme volontaires. Donc, il y avait quand même un. Tu sais, je veux dire, c'était pas un hasard, là. Il y avait des psychologues cliniciennes, il y avait une nutritionniste sportive, donc qui était habituée dans la relation d'aide avec les sportifs. On était 3 médecins. Donc, tu sais, à quelque part, une psychomotricienne qui est l'équivalent un peu d'une ergothérapeute en santé mentale. Bref, des gens très, très qualifiés. Est-ce qu'on utilisait pleinement nos compétences? Plus ou moins, puis je pense que c'était vraiment voulu, là, c'est pas une erreur, c'est que je pense qu'ils voulaient qu'on soit là quand même pour bien accueillir, diriger. Moi, j'en profitais pour expliquer le sens derrière l'activité. Tu sais, un athlète, l'encourager à faire des mandalas, puis lui dire, c'est pas juste dessiner, c'est pas une activité pour t'amuser, tu sais, ben, tant mieux si c'est ça, mais profite-en, réalise qu'après 15 minutes par jour à faire ça, tu as fait le vide, tu t'es exprimé un peu dans ton intuition, tes choix de couleurs, puis surtout, tu n'avais aucun souci de performance en le faisant, donc ça te fait du bien. Tu sais, je trouve que cette réflexion-là, puis comprendre le sens derrière l'activité, de manière à ce que l'athlète reparte avec des outils qu'il peut peut-être intégrer, MindZone ou pas, là, dans son quotidien. Puis c'est sûr qu'un de nos rôles, c'était de détecter là, des drapeaux rouges, des situations. Je te dirais que où est-ce que je l'ai peut-être un peu appris à mes dépens parce que je n'avais pas trop compris au départ, c'est que je me dis, quand tu détectes puis tu vois quelqu'un qui va moins bien, le premier réflexe clinique, c'est d'amorcer une relation d'aide, mais pas devant tout le monde. Tu comprends? Là? Moi, j'avais une personne, entre autres, un petit peu plus affectée. Donc, je l'ai amenée dans le seul endroit qui était un peu plus privé. Puis après ça, je me suis fait quand même presque reprocher là, par les supérieurs de dire, ben là, tu as fait une consultation. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas fait une consultation. Là, j'ai aucune idée de ses antécédents. Puis j'en fais. C'est un athlète de niveau olympique. Moi, je veux pas m'immiscer dans ce que sa psychologue sportive lui a déjà dit. C'est ça. J'ai honnêtement juste calmé le jeu. J'ai juste essayé de ramener des outils immédiats là, pour que l'œil se sente mieux. Puis je l'ai retiré de la zone pour pas que tout. Parce que je pense qu'en plus, comme athlète, si tu montres trop de faiblesse, ça peut te revenir contre toi. Pas qu'il y ait des espions, mais je veux dire, tu comprends. Je l'ai amené en zone sécuritaire, mais ça, ils m'ont dit qu'ils comprennent que j'ai fait ça, mais qu'ils me suggéraient fortement de ne pas le faire parce que, puis je trouve que ça fait du sens, c'est parce qu'on n'est pas dans un contexte clinique ordinaire. Ces gens-là, ils peuvent revenir sans mauvaise intention à leur équipe, puis dire « Ah ben moi, j'ai appliqué des conseils, puis finalement, j'ai perdu ma compétition, puis peut-être que si j'avais pas eu ces conseils-là... » Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, elle dit « Il faut se protéger. Ils ont vraiment des équipes. S'ils n'ont pas d'équipe pour les soutenir, il y a quand même une polyclinique au village avec des psychologues spécialisés en la matière qui, eux, vont tout enregistrer ce qu'ils ont écrit. » Moi, c'était vraiment une relation d'aide sans dossier rempli, tout ça. Donc, bref, elle dit tu détectes, ça c'était parfait, tu l'encourages à s'exprimer, puis tu le réfères vers quelqu'un d'autre. Donc, c'était ça pas mal notre rôle. Combien d'interventions personnelles as-tu pu faire ou tu as rencontré combien d'athlètes pour dire vraiment, de dire interagir là, ou des dizaines? C'est parce qu'en partant, je veux dire, c'est sûr qu'on les accueillait tous. Écoute, ça se compte pas, là. Des fois, c'était plus bonjour, bienvenue dans la MindZone. Est-ce que vous voulez que je vous installe le casque de réalité virtuelle? Puis là, je finissais souvent par demander, êtes-vous athlète ou quel rôle vous jouez? Vous venez de quelle délégation, de quel pays? C'est quoi votre discipline? Mais honnêtement, il y en a qui venaient en se disant, moi, je viens ici, j'ai pas besoin de personne, peut-être juste m'installer le casque de réalité virtuelle, mais sinon, ça va.
quand je voyais que quelqu'un traînait depuis un petit peu plus longtemps, là, j'allais voir, ça t'a-tu fait du bien de faire le mandala pendant 1 heure? Ah oui, tu veux-tu venir en faire avec moi? Bon, parfait. Je le voyais comme une invitation à jaser de façon informelle. Il y en a qui avaient le goût de me parler de leur compétition à venir ou passer. Donc, je pense que c'était vraiment plus dans du dialogue informel. Puis, la plupart étaient vraiment contents après, de OK. dire hey, merci dans cette zone-là un petit peu neutre, Oui, où est-ce oui. que je suis pas là à m'intéresser à sa compétition dans le but de le rendre plus performant, comme ne veut pas les membres de la délégation. Je suis pas là à titre d'espionne non plus. Je suis là moi, complètement de manière bienveillante, intéressée, puis j'essaie de les encourager. Tu sais, dire wow, wow, t'es athlète, t'es olympien, c'est Ben, c'est ça. extraordinaire. Tu sais, un peu les repimper, là, si on veut. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Est-ce qu'il y avait-tu un profil d'utilisateur? Est-ce que, mettons, homme, femme, provenance, le type de sport, tu étais capable d'identifier un profil vraiment, non. OK. Puis toi, tu dis le Mind Zone, c'était une première initiative de cette nature-là, donc, ou Oui, pour les athlètes? oui, OK. ben, j'espère que ça ne sera pas la dernière. OK. Remarque, là, ça a quand même été assez populaire, donc OK, j'aurais de la c'est misère ça. à croire qu'on ne fera pas ça. Ce que je comprends, ce que j'ai compris un peu après, puis c'est d'où le fait là, qu'on m'a suggéré de ne pas trop intervenir en solo, c'est que c'est le Comité international olympique qui est derrière cette initiative-là. Donc, c'est ça aussi, hein, c'est pas... C'est à très haut niveau, là. C'est des gens basés à Genève, tu sais, qui travaillent pas loin des Nations Unies. Tu sais. Ouais. Il y a comme quelque Il y a un chose, peu là, de c'est très politique. puissant. Oui, ben oui, c'est leur petit bébé. Donc, tu sais, moi, je salue ça, là. Franchement, là, la conception était 100% réussie. Tu sais, tu vois qu'ils sont bien entourés. Mais quand je regardais un peu la provenance des personnes qui dirigent la place, c'est des gens qui viennent beaucoup de la branche, là, je ne connais pas toute la structure du CIO, mais de la branche du safe sport. OK. Donc, toute la branche pour prévenir l'abus au niveau du Oui. sport. Bon. Donc là, tu vois que, puis c'est un peu ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, tu sais, peut-être que certains athlètes qui vont moins bien, c'est un premier signe qui nous permet de détecter de l'abus par l'équipe, l'entraîneur, par exemple, ou la délégation. Donc ça, tu n'es pas habilité à faire ça. Nous, oui, puis nous, on peut faire des liens avec des connaissances qu'on connaît déjà de situations préalables. Donc, tu sais, il y avait aussi, je pense, cette idée-là derrière la Mind Zone de dire ici, c'est un endroit neutre et si vous avez quelque chose à nous rapporter, vous pouvez le faire en toute confidentialité. Ça, c'était évidemment pas à nous, là, les bénévoles, de recevoir cette info-là. Mais j'ai compris qu'il y avait quand même cet esprit-là là, derrière la création de la Mind Zone. Puis ça, j'ai aucune idée si ça a bien répondu à l'objectif, parce que comme je te dis, on nous écartait complètement OK. de ça et avec raison. Sans nommer des noms, as-tu vu des vedettes, là? Ben, sans nommer personne, là, parce qu'il faut conserver la confidentialité. Là. Honnêtement, je ne suis pas super bonne. Je me rends compte que je sûr connais personne. Moi, mon garçon qui me disait t'as-tu vu un tel, tel? J'écoute, pas tout. Je suis même allée sur le plateau de Radio-Canada là-bas là, qui s'appelle Soirée à Paris. Puis après coup, mon gars qui me voit, il dit ben là, t'es Hassoun, je ne sais pas trop qui, l'ancien joueur de l'Impact de soccer. Je savais pas. Donc, non, c'est peut-être correct comme ça. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de grande vedette. Je peux me tromper, là, mais j'ai pas vu de
des grosses équipes de basket. Mettons, l'équipe est, tu sais, mon gars rêvait que je croise l'équipe de basketball des États-Unis avec toutes les grandes vedettes de la NBA, mais je les ai pas vues, là, tu sais, ou l'équipe de soccer Canada, féminin, masculin. Mais j'ai l'impression que plus on monte en calibre, plus les sportifs sont complètement supportés par une équipe, là. Comme on parlait la vedette française de natation, là, même loge dans un appartement en face de la piscine olympique. Il ne loge même pas au village olympique pour éviter les 2 heures de transport par jour. Donc, je pense plus ça monte là, en calibre, plus l'équipe est complète, nutritionniste, psychologue, tout ce qu'on peut imaginer, physiothérapeute, tout ça. Là, ils sont complètement autonomes. J'ai vu quand même. Mais on a vu beaucoup d'Américaines, on a vu des Canadiennes, puis féminin, masculin, en passant, là, tu me demandais, j'ai trouvé quand même qu'il y avait, c'est vraiment difficile à dire, mais des hommes, des femmes, des jeunes athlètes à leur première compétition, comme des plus vieux ou leur coach. Les plus jeunes que j'ai vus devaient avoir 16 ans, là, des gymnastes. Là. Tu vois, à la limite, c'est peut-être ce groupe-là là, qui était... je les sentais juste... terrorisés, quasiment, oui, là, elles étaient dépassées. Là, dépassées, c'est juste mon impression visuelle, mais tu sais... par tout ce qu'elle vivait là, en ce moment. C'était quand même gros, là, absorber tout ça à 16 ans. Mais tu sais, ça, je sentais qu'elles étaient vraiment protégées dans une bulle. Puis, tu sais, le coach, je dis ce que je peux leur présenter. Puis, tu sais, il restait très près d'elle. Donc, souvent, il y en a qui étaient très bien protégés, couvés. J'ai vu quand même aussi des psychologues de certains pays qui venaient en éclaireur, puis là, qui nous disaient « Ah, c'est vraiment bien votre place. Est-ce que moi, je peux venir avec mon équipe? Est-ce que je peux utiliser votre environnement comme un environnement pour un peu faire mon approche de soutien à mon équipe? » Donc là, il y en a une, par exemple, qui est venue avec plein de membres de son équipe faire des mandalas. Puis là, elle est venue me voir, puis elle dit « Tu sais, elle dit, ça serait fun que tu trouves des mandalas avec des podiums, avec des médailles. Tu sais, je veux vraiment qu'ils se visualisent vers la victoire. » Fait que j'ai dit, écoute, c'est un super bon conseil. Donc, non, il y avait, c'est ça, je t'ai dit, c'était toutes des situations un peu uniques, là. Tu sais, j'aurais voulu rester une semaine de plus pour maximiser le nombre de situations possibles. J'ai sûrement pas tout vu, mais je pense que c'est quand même le signe que ça répond à toutes sortes de besoins. Là, il n'y avait pas un pattern très, très spécifique. C'est pas un pattern d'athlète. Puis, quand même. Puis ça, tu me dis une dizaine d'heures par jour. En dehors de ça, avais-tu accès au plateau? Avais-tu des billets pour les compétitions? Ou as-tu vécu l'expérience olympique en dehors de la main zone ou en termes de compétition, par exemple? Non, on avait accès à tout le village. Je suis allée faire aussi un tour à la polyclinique, là, donner un petit coup de main, une coupe d'heure à gauche, à droite. Je m'occupais de la section des bains froids pour la récupération musculaire des athlètes. Ça, j'étais un peu moins à l'aise parce que, premièrement, c'était pas de la grosse job médicale. Puis là, je voyais juste des athlètes se mettre presque tout nus dans le bain. Puis j'attendais 10 minutes que ça soit fini, puis ils sortaient, chauffe. Je trouvais ça drôle de le vivre pendant 1 heure, mais je me sentais moins utile. Mais non, j'ai vu quand même bien là, comment la polyclinique fonctionne. C'est juste pour quand même dire pour les autres médecins qui peuvent être intéressés à faire ça, à côté de moi, à la polyclinique, j'avais un pédiatre intensiviste. Puis lui, vu qu'il était américain, il passait 1 mois au village. Puis pendant 1 mois, il était littéralement basé à l'accueil. Puis sa job, c'était d'accueillir les gens, dire « Avez-vous votre rendez-vous? Parfait, je vais aller vous mener à la résonance magnétique. » Je me disais « Oh, mon Dieu! » Mais on n'a pas le droit d'être en position de médecin traitant si on n'est pas dans notre pays d'accueil. Tu n'as pas de permis de pratique, tu n'as rien. Tu n'as pas d'assurance. Non, c'est ça. Mais il dit « Je fais ça parce que je veux me préparer parce que les Jeux viennent à Los Angeles dans 4 ans. Et là, je vais pouvoir montrer que j'ai une expérience puis probablement qu'il va jouer un rôle plus important. » Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500.
J'entendais, il y avait une résonance magnétique dans la polyclinique, Ah oui, oui, dans le oui. village olympique. Oui, oui, OK. résonance magnétique. Bon, ça, il y avait les bains froids pour la récupération musculaire. Il y avait des soins dentaires. Il y avait des soins d'optométrie. Il y avait une pharmacie, laboratoire. Quand On avait même. une petite mini-urgence. Puis écoute, c'était efficace l'urgence. Il y a une dame qui arrive. Elle dit, j'ai plein de boutons partout. Je me suis réveillée comme ça ce matin à l'hôtel. Puis je regarde vite, vite. Ben, je sais pas si je pense que c'était pas à moi de faire ça, mais j'étais trop curieuse. Écoute, ça a l'air vraiment des punaises de lit. Je dis, on va aller à l'urgence. Il appelle Ah ça oui. des soins non programmés. Écoute, 15 minutes après, elle avait été vue. Elle était à la pharmacie, elle avait ses antihistaminiques, c'était réglé. Donc, très efficace, le OK. système d'urgence là-bas. As-tu assisté aux cérémonies d'ouverture ou t'es arrivé Oui. à... OK. Ben, j'étais censée travailler, moi, pendant la OK. cérémonie d'ouverture. Ben, mon planning là, montrait qu'on travaillait. Puis à 5 heures le soir, on s'est dit, ça fait aucun sens. Parce que là, ça, c'est une des expériences les plus extraordinaires. Là. Au village, à partir de 4-5 heures, il y avait tous les autobus qui se dirigeaient vers la scène pour la grande cérémonie. Donc, chaque autobus regroupait chacune des délégations. Puis là, tout le monde était en train de se mettre beau, un peu costumé, là, ce qu'on a pu voir dans la cérémonie. Mais nous, on était là, on était au village. Là, il y a la Maison du Canada. Ben là, je vois tous les Canadiens qu'on a vus ensuite sur la scène, tous défiler pour se rendre. Après ça, les Brésiliens qui étaient là avec leur gougoune, un peu leur emblème national. Les gens des Bermudes qui étaient là avec leurs petits Bermudes roses et leurs vestons. Et là, on se promenait dans le village, puis on les touchait pratiquement. Tu comprends? On les voyait défiler devant nous, là, puis je me suis dit, on aurait dû savoir ça, là, peut-être booker 2 heures dans notre journée et dire on va juste assister à cette déambulation-là parce qu'on a vu de près chacune des personnes qui ont figuré sur le spectacle La Scène. Puis là, ben, on a capté quand même plusieurs de ces délégations-là. Puis quand on a vu que ça commençait à se calmer, on s'est dirigé nous aussi vers La Scène. Mais on n'avait pas de billets parce que, comme je te dis, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave, on a vite réalisé que d'aller se loger sur le bord de la Seine, c'était plus ou moins stratégique parce que oui, on voyait les bateaux passer, mais le spectacle de Lady Gaga, de Céline Dion, le genre de défilé de mode, tout ça, c'était à des endroits différents. Donc, les Français, là, les Parisiens, ce qu'ils faisaient, puis on a fait comme eux, c'est s'installer dans une brasserie de type Cajot Sport là, avec des gros écrans. Puis nous, on a réussi à se tailler une place là, juste à côté d'un gros écran. Des Français qui nous ont laissé une petite place à leur table. Puis écoute, quelques minutes après, la rue en arrière était bondée de gens qui regardaient cet écran-là derrière nous, puis qui ont ouvert leur parapluie pendant 4 heures qu'il parce pleuvait. qu'il s'est mis à pleuvoir. Puis... Donc, on l'a vraiment bien vu, puis on était entourés. C'était vraiment, vraiment chouette cette journée-là. C'est assez spectaculaire, je te dirais, là, franchement. Ouais. Est-ce que l'enjeu de sécurité était omniprésent? Sentais-tu Je sais que la ville est barricadée au complet, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de sécurité, des policiers, l'armée? Il y avait des policiers partout. Il y a une couple de fois où j'ai eu à traverser la Seine parce que, par exemple, où est-ce qu'on doit aller s'accréditer, c'est de l'autre côté complètement de où est-ce qu'on était. Il y a beaucoup, beaucoup de marches dans la ville. Quand je suis allée faire l'entrevue à la Maison olympique du Canada, ça, c'était dans une autre partie de Paris. Bon, puis, dans le fond, la stratégie, c'était juste de toujours s'éloigner du cœur de Paris. Dès qu'on était autour de la Tour Eiffel, le Jardin des Tuileries, le Musée du Louvre, il n'y avait rien à faire, mais c'est surtout que, oups, tu pars sur une voie, là, oups, c'est bloqué au bout, là, tu reviens. Puis juste traverser la Seine, c'était pas évident. Puis plus qu'on se rapprochait du jour de la cérémonie, plus ça devenait difficile. À un moment donné, même le jour de la cérémonie, les métros, certaines lignes qui passaient sous la Seine étaient bloquées, et complètement fermées. Donc, je savais même plus comment traverser de l'autre côté, tellement c'était compliqué. Mais c'est correct. Une fois que je suis quand même allée saigner, parce que je me dis, même si c'est pas le beau Paris qu'on connaît, c'est quand même un Paris qu'on verra jamais là, avec toutes ces clôtures-là. Puis les policiers qui étaient super gentils, là, ils étaient très nombreux. Moi, je n'ai jamais vraiment senti là, qu'il y avait un danger, mais peut-être aussi parce que la présence policière était là. Okay. Est-ce que les bénévoles sont comme bien accueillis, gérés, ou tu débarques à Paris, puis là, tu te cherches un petit peu, ou c'est assez clair de se présenter au point A, puis de récupérer le carton tel carton? Ben oui, c'était bien organisé. Moi, j'ai rien à dire, sauf que, c'est ça, la première étape, c'est l'accréditation, le fameux carton, et ton costume. Il faut les deux. Là. Si tu n'as pas le costume, tu ne peux pas rentrer, puis si tu n'as pas l'accréditation, tu ne peux pas avoir l'uniforme. Donc,
ça, c'était quand même loin. Fait que nous, la première journée, on avait pris un rendez-vous. Puis, je dis nous, parce que j'avais une collègue qui était avec moi, une résidente, imagine, une résidente de santé publique, Quand même. quand elle a su que j'allais là, elle dit, je peux-tu postuler moi aussi? Je dis, bah, tu fais ce que tu veux. Pourquoi pas? Finalement, elle a postulé, elle a eu le même horaire que moi, donc finalement, on est allés ensemble. OK. Bref, on arrive à l'accréditation, puis il y avait des fils. Ah, c'était interminable. Fait on s'était fait dire que ça va prendre 4 heures. OK. Fait qu'on attend 2-3 heures pour se faire dire, ah, vous n'êtes pas dans notre système. Ah. Et moi, le cœur arrête de battre. Je ne suis pas dans le système. Qu'est-ce que c'est? Tous mes courriels confirmaient C'est que c'était pire qu'au correct. Québec. OK. Mais finalement, ils ont dit, ben, on ne peut pas rien faire pour vous. Vous devez revenir demain. Je dis, mais demain, c'est parce que ma mission commence. Ben, revenez demain matin. Fait, finalement, on a utilisé plein de contacts. Je ne sais pas trop lequel a fonctionné, mais ça a pris 24 heures de plus. Moi, j'ai dû manquer ma première journée de mission à cause de ça. Mais une fois que tu as ton accréditation, là, une fois que ton nom apparaît dans le système, vu qu'on est étranger, il fallait avoir des approbations de gouvernement. En tout cas, je ne sais pas trop ce qui manquait, mais c'était compliqué. Mais une fois qu'on l'a, on a eu un uniforme de Décathlon. Là, Ben oui. moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu de la misère à revenir dans ma petite valise carry-on avec tout ça. On avait 4 chandails, 2 paires de pantalons vraiment à haute qualité, une paire de running shoes qu'ils nous donnaient, des bas, un imperméable, une montre. En tout cas, bien équipé. On avait besoin de... J'ai pas utilisé mes vêtements de valise. Là. OK. Je me levais le matin, je portais ça, puis finalement, je le gardais dans la soirée. Puis je te dirais que c'était sympathique de se promener avec le costume qui était quand même beau. Oui, c'est Puis, ça, j'ai vu qui attirait beaucoup la tes sympathie. commentaires sur les médias sociaux. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais je Non, dirais... tu disais que tu étais bien équipé en Décathlon. Je pense que j'ai vu ça, tu as mis ça sur Internet. Oui, OK. mais les Parisiens étaient vraiment sympathiques à notre égard. Dès qu'ils nous voyaient avec notre costume, Comme bénévole, ouais. Je pense que c'était le fun. C'était le fun. Les gens nous remerciaient du regard, Ben oui. nous jasaient un petit peu plus. Ouais, c'était le fun. En tout et pour tout, tu as travaillé ou agi comme bénévole combien de jours, donc, finalement? Mais j'étais censée, si j'enlève le temps d'accréditation, là, j'étais censée être là 5 jours, 8 heures par jour. Puis là, ben, j'ai manqué une journée, fait que je suis juste allée 4 jours. Quand même. Mais tu sais, j'en ai fait un petit peu plus, comme par exemple, le mandala, ben, s'il n'y en avait pas des mandalas sur place, il y avait juste de la peinture à numéro. Puis on commençait à manquer là, de peinture et tout ça. Puis c'est bien compliqué. Là-bas, faire venir des nouvelles toiles, il me dit ça va peut-être prendre une semaine. Je vais pas donc. Donc, je vais y aller demain matin. Fait que, je pense que je ne serai jamais remboursée. Je n'ai même pas fait de demande tellement que c'est trop compliqué. Mais il me dit, si tu reviens avec des crayons, des mandalas, je les prends. Donc, je suis partie dans Paris le matin. Aller chercher ça. J'ai comme été chanceuse. J'ai trouvé des mandalas aux saveurs de Paris 2024 avec des médailles, les anneaux olympiques et tout ça. C'était super beau. J'étais allée dans une papeterie, là, puis il me trouvait bien drôle à faire imprimer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les journées étaient pas mal toutes tournées autour de préparation à l'accréditation, les démarches, aller chercher le matériel manquant, aller faire mon shift, ou des entrevues aussi beaucoup autour de ça. Là. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'allais pas là pour faire du tourisme. Là. Je suis déjà allée à Paris, j'allais là pour maximiser l'expérience, on va dire, olympienne. Ben oui, c'est fantastique. Avant de terminer, peut-être, si on parlait de santé publique, t'es-tu penché un petit peu sur la qualité de l'eau de la Seine? C'est quelque chose à laquelle tu as réfléchi? Les épreuves de triathlon, puis les coliformes dans l'eau, je me demandais, comme médecin spécialiste, c'est un peu dans ton domaine, comment tu voyais ça? Ou, ça avait l'air limite. Ah là, ben, c'est sûr que moi, j'avais pas accès aux données là, oui, de labo mais ce qu'on entend, tous les disons, jours. là, Ah, mais non, mais moi, il faut savoir, je travaille dans le domaine plus spécifique de la santé environnementale, puis je gère tous les enjeux d'eau récréative, eau potable. Donc, moi et ma collègue de l'Estrie, on se disait, oh mon Dieu, tu sais, nous, on en a eu des enjeux là, de triathlon en Estrie, où est-ce que, il y a eu des pluies diluviennes, puis la qualité de l'eau s'était possiblement détériorée, puis on avait à discuter avec les fédérations sportives de est-ce qu'on annule ou pas le triathlon, ou est-ce qu'on enlève la portion nage. Donc, tu sais, ça, c'est... Et on a eu beaucoup de situations aussi en lien, ben, on l'a vu l'année passée à Mont-Tremblant, l'autre, le Ironman avec le smog. Donc, il y a les enjeux de smog qu'on doit prendre en considération. Il y a les canicules, la chaleur extrême. À certains critères, ça peut devenir vraiment dangereux. C'est nous, à Sherbrooke, on vient d'avoir un marathon où on a eu plusieurs transports ambulanciers, des jeunes entre 20 et 30 ans aux soins intensifs qui ont failli y passer. Là, donc, ça a été médiatisé, puis personne ne l'avait vu venir. Donc, oui, c'est ça que moi, tu vois, si j'avais à me réimpliquer dans les jeux, c'est quand même une portion que j'aimerais faire. Mais en même temps, tant que c'est pas dans ton pays, c'est un petit peu difficile de s'impliquer parce qu'ils ont déjà leur équipe de santé publique. Donc, j'ai pas encore trouvé comment... Mais je pense que l'organisateur du triathlon est un Québécois, si je ne m'abuse.
Ah ben du là, triathlon de Paris cette année. Je l'ai entendu en entrevue, lui, ça fait longtemps qu'il est à Paris. Puis je l'avais entendu parler de la qualité de l'eau, là, puis parce que c'est un projet de longue haleine pour Paris, là, ben oui. de nettoyer la Seine. Si tu nous expliquais peut-être en quelques secondes, là, pour les gens, l'enjeu entre la pluie diluvienne puis la contamination du fleuve, c'est que les égouts débordent, c'est Ouais. quoi la mécanique derrière ça? Ouais, ben pour la Seine, Ouais. exactement. Là, Mais c'est en que, général, ouais, c'est ça. mettons, en fait, je pense que c'est partout pareil, c'est que les pluies diluviennes vont souvent avoir un effet d'entraînement des matières organiques qui vont être au pourtour sur les berges. Donc, tu sais, OK. donc il y a tout un enjeu de plus en plus qu'on dit que les berges devraient être revitalisées, d'être plus végétalisées de manière à ce Mhm. qu'il y ait le moins d'activité humaine, agricole ou autre. Mais Mhm. l'humain aime ça vivre près des berges, donc on est Mhm. trop près. Puis là, ben, toutes ces matières organiques-là, animales, humaines, etc., finissent avec les pluies par à ruisseler vers OK. les eaux. Et ben, il y a ça, Je mais pensais qu'il y avait un particulièrement enjeu d'égout, moi, de surcapacité ou de débordement. Est-ce que c'est... à Paris, là, c'est possible. Là, comme je te OK. dis, ça, je l'ai un petit peu moins vu. Là. Moi, c'est sûr que je suis plus dans le réseau estrien Mhm. où on a beaucoup de cours d'eau qui sont peut-être moins en lien avec les débordements Mhm. d'égouts. Mais oui, c'est sûr qu'avec les pluies diluviennes, on peut avoir deux types. Ben, il peut y avoir des débordements, des crues, là, des eaux, ou comme je te dis, juste l'amalgame de toutes sortes de Mhm. matières dans les eaux des fleuves, les rivières, les lacs. Mais il y a aussi les réseaux d'égouts là, qui peuvent carrément déborder puis créer d'autres inondations. Puis c'est sûr que tu sais, si l'eau monte dans la ville, puis cette eau-là ruisselle jusque dans les cours d'eau. Ça Mhm. aussi, évidemment, ça peut avoir un effet. Mhm. Ça dépend vraiment où on est situé. Est-ce qu'on est près de ces réseaux d'égouts-là ou pas? OK. Mais toi, te serais-tu baigné dans la Seine ou... Ben, j'aurais voulu voir les résultats avant. Là. Je pense qu'ils ont été. Puis je ne sais pas quels critères ils utilisent. Ben, c'est ça que j'avais brièvement regardé, mais j'ai oublié. Mais tout est une question de critères. Hein. Ouais. C'est au Canada, je pense pas qu'on prend exactement les mêmes qu'eux en termes. Parce qu'on accepte d'avoir des coliformes fécaux Ouais, dans ouais, c'est l'eau, ça. évidemment, parce qu'il y en a toujours un peu. Mais tu sais, nous, par exemple, au Canada. Canada, incluant le Québec, il y a le seuil de 200 et de 1000 Oui. par 100 millilitres. Puis ça, ben, d'unité formatrice de colonie, là, UFC. Puis à 200, ben, à partir de 200, il ne devrait pas avoir de contact primaire comme la nage. Puis à partir de 1000, il ne devrait même pas avoir d'activités secondaires comme faire du kayak tu sais, ou OK. du paddleboard, tu sais, qui fait qu'on pourrait être en contact avec l'eau indirectement. Donc, ça nous occupe beaucoup, là, comme je dis, la santé publique, parce qu'à chaque année, le but, c'est pas de nuire au déroulement Mhm. des activités, mais on veut quand même pas créer des risques à la Que les santé. athlètes tombent malades, ouais, c'est ça. Ben, athlètes ou évidemment après ça, Ouais. l'ensemble de la population, on peut avoir des gens moins en forme. Mais les athlètes, c'est parce que je crains pas nécessairement pour leur vie une fois qu'ils sont exposés, mais ça peut certainement nuire à leur performance. Mhm. Donc, c'est quand même plate là, d'atteindre à ta santé dans ce contexte-là. Puis après ça, ben, là, on a vu des jeunes enfants, là, déjà, par exemple, en Estrie, s'être baignés il y a plusieurs années dans un plan d'eau où il y avait, après coup, on a réalisé qu'il y avait des coliformes fécaux en grande quantité. Puis la petite fille a attrapé une infection à un colis qui s'est terminée en syndrome hémolytique urémique à Sainte-Justine, OK. puis avec des séquelles rénales, hypertension et tout ça. Elle aussi, elle a failli passer. Donc, tu sais, c'est quand même pas C'est pas banal, banal, là. c'est ça, exactement. Non. Écoute, l'autre sujet qui est beaucoup... qui fait discussion, c'est la quantité de condoms qui sont distribués aux athlètes. Je ne sais pas si tu as vu les statistiques. Écoute, j'ai entendu 300 000 condoms pour entre 10 et 14 000 athlètes. Donc, je calculais que ça faisait 30 condoms par athlète pour 2 semaines. Ben, moi, j'en ai pris un là-dedans pour le ramener à la maison parce que je trouvais ça drôle. Là. Avec Mon chum, le il dit, logo. pourquoi t'as ça? Je trouvais ça drôle. Ben, Ben, pas drôle, mais c'est bien pensé. Là. ben, est-ce que tu voyais, toi, je peux comprendre, là, il y a beaucoup de jeunes gens en santé, beaux, qui sont dans Ouais. un état d'excitation. C'est quelque chose qu'on sent, cette fébrilité-là, je te dirais, sexuelle dans le village olympique, ou Ben, ça se passe c'est en sûr dehors qu'à la des heures? main zone, un petit peu moins. Là. OK, ouais, c'est ça. À la main zone, on était moins dans cet esprit-là. Mais oui, je te dirais que sur le village, tu sais, j'écoute, là, j'observais, exemple, sur le bord, le village est aussi bordé par la Seine, Mhm. un petit peu plus loin, là, dans Saint-Denis. Puis, il y avait une zone aménagée comme un bar sans alcool, OK. mais quand même avec style de la Corona sans alcool, tout ça, vraiment beau, là, comme un bar avec des super belles chaises, des plantes, des petites lumières. Donc, le soir, là, il y avait un DJ, puis ça faisait le party quand même. Donc, OK. je me dis, garde, c'est un peu normal, là. Tout à fait. Même moi, j'avais goût d'y aller. Tout à Tu sais, fait.
Mais c'est effervescent. Là. Si ta compétition est seulement dans une semaine ou si ta compétition vient de passer, à quelque part, Un petit aspect de vacances, qu'est-ce que tu avais à faire. Là. Ben oui, tout à fait. Écoute, ça fait un beau tour d'horizon. Je te remercie beaucoup. À refaire, j'imagine, ou... Ben, je ne sais pas. Je vais pouvoir revivre des expériences de la sorte définitivement, mais la seule chose, c'est que j'ai vraiment réalisé que si j'avais à le refaire, je voudrais peut-être mieux intégrer dans une équipe. Je m'y prendrais un petit peu plus d'avance pour avoir un contact qui m'intègre un petit peu plus en amont pour avoir un rôle plus important peut-être, un peu plus défini. Okay, je ne regrette rien. Là. Moi, tout ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire, mais je veux dire, avoir à le refaire pour avoir une valeur ajoutée par rapport à ce que j'ai fait là. Ben oui. Je voudrais avoir un rôle un petit peu plus intégré. Puis ça, je pense que ça se planifie presque là, pour dans 4 ans. Donc, tu m'enverras ton contact du triathlon. Non, mais je ne sais pas si... J'aimerais ça. Mais non, mais il y a les Olympiques d'hiver, là. C'est dans 2 ans, la prochaine. Je suis frileuse un petit peu. Moi, j'ai tellement passé de temps dehors cette semaine, là, à -20. Je ne sais pas si je fais bien. Je ne sais pas. OK. Écoute, je voyais plus Los Angeles dans 4 ans, là. OK, écoute, c'est un bon choix, là. Mais ce que je vais aimer voir à Los Angeles dans 4 ans, c'est la cérémonie d'ouverture, parce que le responsable doit trouver que la barre est très haute. J'aimerais pas être dans ses souliers, là, tu sais. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Non, c'est sûr que je vais suivre ça avec intérêt. Ouais. Non, puis je blague, mais les jeux d'hiver, ça va être extraordinaire aussi. Là. C'est juste... Oui. Écoute. Ouais, on va suivre ça. Qui sait, hein? On ne sait jamais. Moi, si tu m'avais dit il y a 1 an, je n'aurais jamais pensé aux Jeux olympiques. Fait que je pense qu'il faut retenir qu'il y a plein de belles opportunités qui s'offrent à nous comme médecins. Puis des fois, il suffit d'envoyer un petit courriel qui peut carrément changer notre vie. Moi, c'est ce que je retiens de cette expérience-là. Excellent. Bien, écoute, merci beaucoup. Puis, bonne journée avec tes étudiants aujourd'hui. Oui, merci. Bonne journée à toi aussi. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.